tous, merci d'être là. Je sais pas si les élèves nous voient sur un projecteur? Ouais, Ok. en classe. Je peux te le montrer. Bah, je pense que oui. Puis pour les autres personnes qui vont intervenir, je pense que ça peut être intéressant pour elles de les voir Mais en aussi. même temps, souvent, ce que j'ai fait souvent, c'est qu'ils ne voient pas tout le monde. Là. Fait que s'ils ont des Bon, c'est pas questions, grave. ils pourraient juste venir à ma place. Bon, bah c'est parfait. Donc merci d'être là aujourd'hui pour le. Attends, on va juste baisser le son parce que j'ai des collègues à côté. Je m'entends en écho, puis c'est comme compliqué. Good. Donc, rapidement, pour voir comment ça va fonctionner aujourd'hui, donc c'est ça, on utilise la plateforme ensemble. Pour vous présenter comment ça fonctionne, vous allez avoir un petit bonhomme qui lève la main dans la barre d'outils en haut. En sélectionnant dessus, vous pouvez demander de ralentir, de parler plus vite. Vous avez même un petit icône applaudir et rire si ça vous tente. Donc c'est vraiment interactif. Vous pouvez aussi poser des questions dans la conversation, mais je pense que si les élèves restent silencieux, on pourra laisser le micro branché et puis ça ne devrait pas gêner le fonctionnement de la rencontre. Donc aujourd'hui, je vais pour les élèves qui me connaissent pas, donc je m'appelle Tiffany Rivière, je suis directrice générale adjointe au G3E, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Donc, c'est moi qui suis responsable de la mise en place du projet Ville et campagne, eau potable et eau souterraine sur lequel vous avez commencé à travailler et avec lequel vous avez fait quelques activités. Et avec nous aujourd'hui, on va avoir Catherine Ferland-Blanchet, qui est une de mes collègues de bureau, qui a participé au développement des capsules vidéo que vous avez peut-être eu la chance de commencer à regarder, qui a aussi participer aux visites des stations de traitement de l'eau potable. Donc, elle en a fait une avec votre école la semaine dernière. Je ne sais pas si c'était votre classe ou une autre classe. Et on aura aussi avec Est-ce nous. que tu m'entends quand je te parle? Oui, oui. Si tu Oui. es devant, Je je peux te t'entends, couper? ouais. Ouais, excuse-moi, c'est juste parce que là, moi, j'ai pas enregistré. Est-ce que ça, tu l'as fait Oui, ou est-ce que tu oui, comptes le faire? oui, j'ai ma collègue Mathilde, c'est ça, qui est à distance et puis qu'on verra pas, mais qui s'occupe d'enregistrer la rencontre et qui va te la partager ensuite. Elle va comme je lui ai envoyé ton Ok. courriel et elle va te le faire suivre dans les minutes qui suivront notre rencontre. Et on a aussi la chance d'être avec Christine Beaulieu. Là, je suis actuellement dans les bureaux du laboratoire de la ville de Québec. Donc, Christine nous fait la gentillesse de nous recevoir dans ses locaux et aussi d'être présente pour vous et puis de répondre à différentes questions que je vais lui poser. Puis c'est sûr que si au fur et à mesure, vous aussi, vous avez des questions, Christine se fera un plaisir d'y répondre. Donc pendant cette rencontre, ça devrait durer à peu près une demi-heure. Ce que je voulais vous présenter, c'était vraiment la possibilité de rencontrer une experte qui travaille sur l'eau potable. On a aussi la chance d'avoir Catherine avec nous qui va pouvoir nous faire partager ses expériences. Je vais juste, Guillaume, je vais couper ton micro, parce que sinon je m'entends en écho. Et juste si non, en fait, je m'entends toujours en écho, ça marche pas. M'entendez-vous en écho? Non, bah, j'ai fermé mon micro, moi. Ah, c'est pénible. Bon, je vais, euh, je vais faire abstraction de mon écho. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Ce que je voulais, c'est vraiment permettre de clôturer le projet, en tout cas de franchir une étape supérieure au projet. Donc, après avoir vu pas mal de théories, vous allez avoir la chance de voir la vidéo de la vie de la station de Saint-Romulade que l'autre classe a filmée. C'était aussi maintenant de rencontrer quelqu'un, donc par visioconférence. Donc comme ça, on pourra le partager à d'autres groupes qui n'auront pas eu la possibilité d'être là aujourd'hui. Donc allons-y avec Christine. Bonjour Christine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous entendez bien Christine? C'est bizarre.
Ah, Mathilde Hmm. est en train d'écrire. Est-ce que tu m'entends, Mathilde? Oui, bon, bah alors c'est parfait. Donc c'est Guillaume doit vous entendre aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ta profession, pour qui tu travailles, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis chimiste. Plus particulièrement, je suis superviseur d'un laboratoire, d'un secteur en particulier, un laboratoire de chimie. Puis notre employeur, ben, ça se trouve être la Ville de Québec. Donc, on travaille vraiment pour faire des analyses qui sont propres aux missions de la Ville de Québec. Puis, au niveau des missions, on ne se cachera pas qu'il y a quand même certains créneaux qui sont vraiment plus touchés. Donc, en ce qui concerne les projets que vous avez vus jusqu'à présent, c'est nous qui sommes responsables de faire le suivi de la qualité de l'eau potable. Euh, pour en arriver là, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ben, c'est sûr et certain que le schéma normal, c'est de faire cégep. Donc, j'ai fait mon cégep général dans mon temps, parce que je suis quand même un petit peu plus âgée que vous. C'était les sciences de la nature ou les sciences pures. Je pense que c'est peut-être encore le créneau là, qui est utilisé au niveau du cégep. Puis ensuite, je suis allée à l'université pour faire mon baccalauréat en chimie. Donc, c'est ce qui me permet de pouvoir pratiquer la chimie en tant que chimiste, en étant affiliable là, avec mon ordre professionnel. Puis ensuite, pour vraiment me rapprocher des enjeux qui me préoccupaient, moi, c'est-à-dire l'eau potable, bien, je suis allée faire une maîtrise puis un doctorat au niveau du génie civil où toutes les questions de procédés et de traitement d'eau sont abordées. Donc, j'ai comme une formation qui est mixte, mais si j'avais voulu juste faire de la chimie comme telle dans un laboratoire, j'aurais pu faire seulement mon baccalauréat en chimie. Ok, mais là, le fait d'avoir un doctorat, ça te permet aussi de peut-être faire plus de gestion ou d'avoir plus de responsabilités sûrement que quelqu'un qui aurait juste un baccalauréat. C'est sûr et certain que d'aller avec je dirais des études supérieures, là, quand on dit études supérieures, c'est après le bac, là, ça ouvre des portes parce que ça nous permet de pouvoir expérimenter la gestion de projet, de pouvoir vraiment faire un peu plus ce qu'on appelle de la recherche, que ce soit de la recherche spécifique à un problème ou à un sujet comme l'eau potable, ou de la recherche plus fondamentale comme ce que vous pouvez voir des fois là, au niveau des usines de pharmaceutiques ou ce qui font de la synthèse de molécules ou de nouveaux médicaments. Fait que ça l'ouvre une grande porte. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, côté professionnel, ça vient chercher, dans le fond, beaucoup plus la dimension recherche, développement de projets, études, résolution de problèmes, que si on était seulement bachelier là, avec la formation là, en chimie. Là. Mais ça n'empêche pas que ça pourrait quand même être un profil qu'on pourrait acquérir avec l'expérience, sauf que de faire les études supérieures nous permettent déjà de se confronter à ça en sortant de notre bac. Ok, merci. Donc justement, avec ça, pour faire la transition avec ce que tu fais dans ton quotidien au laboratoire, est-ce que tu as des exemples de tes tâches quotidiennes? Ben, c'est sûr et certain que là, je me trouve à être le superviseur d'un laboratoire. Donc, a priori, en tant que chimiste, ce que je fais, c'est que je vais coordonner les tâches qui sont réalisées au sein de mon laboratoire. Quand je dis coordonner, c'est que j'ai, moi, dans mon équipe, une équipe d'environ 8 techniciens. On va vraiment s'assurer de faire en sorte que les techniciens, de par ma planification, soient en mesure d'avoir tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir réaliser les analyses en termes matériels, mais aussi en termes de méthode d'analyse. Ça veut dire que je me suis assurée, avec tout le travail en amont, de vraiment regarder si la façon dont ils vont travailler vont permettre de pouvoir donner des résultats qui sont euh, bons et puis qui vont satisfaire les exigences qu'on a vis-à-vis du ministère de l'Environnement, entre autres. Une fois que la planification est faite, mais c'est sûr aussi que je suis là en termes de support scientifique. Ça veut dire que on peut avoir un ensemble d'échantillons qui vont se comporter tout à fait normalement quand on va procéder aux analyses, mais on peut en avoir une fois de temps en temps qui ne se comportera pas normalement, qui vont avoir soit des interférences ou qui vont se comporter différemment. Puis là, mais à ce moment-là, le technicien va vraiment aller chercher l'assistance du chimiste, du professionnel qui est en place pour pouvoir avoir une idée de comment essayer de
contrecarrer cette interférence-là ou pour venir contrôler, dans le fond, le comportement bizarre puis être capable de fournir un résultat qui va être probant, qui va être bon. OK. L'autre aspect aussi, c'est que quand on fait des analyses, ben la chimie comme telle, c'est pas une question de vérité. Il n'y a pas personne qui connaît la vérité par rapport à ce qu'il y a dans une eau, ce qu'il y a dans un sol, ce qu'il y a dans l'air. Avec tous les outils qu'on a entre les mains, ce qu'on peut faire, c'est de tendre à se rapprocher des vraies valeurs qui sont présentes. Donc, notre but, c'est d'avoir les outils les plus efficaces possibles pour faire des analyses qui vont donner des résultats qui vont être le plus près de la vérité possible. Mais pour faire ça, mais il faut qu'on ait des indicateurs quand on fait nos analyses pour nous permettre de voir, bon, ben, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce que nos analyses sont performantes? Est-ce que j'ai été capable de contrôler les interférences, les particularités de mes échantillons? Donc, on a tout un volet de contrôle puis d'assurance qualité qui est fait pour justement s'assurer qu'on est en mesure de pouvoir certifier à la fin que notre analyse elle est bonne. Et ça, ben, tout le volet assurance contrôle qualité, c'est le chimiste qui, une fois qu'il reçoit les analyses, il va regarder les indicateurs qu'il y a à côté. C'est un peu ces éléments-là qui vont lui permettre de dire, ben, mes résultats sont bons, donc je peux les signer. C'est le professionnel, c'est le chimiste qui a cette responsabilité de faire la signature des résultats. Puis une fois que les résultats sont sortis, bien évidemment, il faut les transmettre. Donc, souvent, vous allez voir des rapports d'analyse ou des choses comme ça. Donc, c'est les professionnels qui vont les émettre. Puis, moi, à la ville, ce que j'ai aussi comme, je dirais, l'attitude de plus que d'être juste dans un laboratoire privé, c'est que je travaille pour une mission. Notre mission, généralement, c'est, si je prends par exemple l'eau potable, ben, c'est de vraiment m'assurer que la qualité de notre eau potable est très bonne et qu'elle répond aux normes. Donc, si je vois qu'il y a des particularités qui sont bizarres ou qu'on a des dépassements de normes, ben, moi, à ce moment-là, il faut que je fasse les contacts au sein de la ville pour pouvoir, supposons, aviser les opérateurs aux usines de production d'eau potable qui ont un problème. Donc, on est vraiment comme en rétroaction, c'est-à-dire qu'on donne des informations pour que les autres personnes qui travaillent en équipe, peut-être pas directement avec nous, mais en équipe, on puisse, de façon globale, fournir un bon produit. Fait qu'on a une certaine analyse des données à faire, puis on a vraiment un travail de collaboration puis de partenariat sur lequel il faut miser. OK. Donc, par exemple, quand on a un avis d'ébullition de l'eau l'été, est-ce que le papier passe par toi? Est-ce que t'interviens à une étape? Ben, c'est sûr et certain que si, supposons que c'est une question de chimie, supposons un dépassement en plomb, très, très important, là, puis qui est vraiment dans notre réseau d'aqueduc, ben, c'est sûr et certain que c'est moi qui va donner le signal d'alarme. Puis qu'à ce moment-là, moi, je vais devoir prendre les mesures pour informer nos ministères, pour pouvoir informer nos citoyens, pour pouvoir établir, puis travailler en partenariat avec soit le cabinet du maire, avec les communications, pour que on puisse prendre les mesures à prendre pour contrôler puis régler la situation. Fait que oui, jusqu'à un certain point, s'il y avait un avis d'ébullition qui était vraiment spécifique à la chimie, ça serait par moi que ça passerait. Sinon, mais quand c'est une question de microbiologie, donc des petites bactéries E. coli, là, dont vous avez sûrement Coliforme? entendu parler, des coliformes, à ce moment-là, c'est mon collègue microbiologiste qui est responsable de cette partie-là, puis de sonner la cloche d'alarme. OK, ben merci beaucoup. Donc, on entend plusieurs choses que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'endroit, pas ton employeur, mais tu sais, le nom du laboratoire, où est-ce que vous vous situez? Parce que je pense que les élèves ont en tête leur labo d'école secondaire ou si... Même dans les employés de la Ville de Québec, ils ne sont pas tous au courant qu'on a un laboratoire qui est vraiment dédié à faire des analyses sur nos échantillons. Nous, on travaille pour le service de l'eau et de l'environnement, puis on est affilié à la division de la qualité de l'eau. Donc, ça vient de donner déjà une certaine indication de c'est quoi notre mandat prioritaire. Nos locaux, nous, on est situés sur l'avenue Saint-Sacrement, en plein cœur du parc industriel Saint-Malo. Donc, on est vraiment, je dirais, au centre là, de tout ce qui peut se passer en ville. Puis, on a vraiment un laboratoire quand même assez bien structuré là, par rapport à ce qu'on peut s'attendre là, comme laboratoire.
Puis nos locaux sont relativement récents aussi, fait que ça ajoute au plaisir de travailler dans nos locaux. Qui s'occupe de gérer le laboratoire? Parce qu'on a vu, toi, ce que tu fais. Ben, on a une structure. Comme dans n'importe quelle bonne organisation, généralement, il y a des gestionnaires, des administrateurs. Dans notre cas, à nous, il y a le directeur de la division de la qualité de l'eau, dans lequel on fait partie, qui se trouve être notre gestionnaire, je dirais, quasiment principal, là, parce qu'il y a d'autres étapes, d'autres niveaux hiérarchiques par-dessus, là. Ok. Mais en termes de proximité, c'est le directeur de la division de la qualité de l'eau. Mais on a vraiment une entité de gestion qui est associée à notre section des laboratoires. Puis à ce moment-là, c'est Frédéric Aubin qui se trouve être directeur de la section. Puis moi, ben, je suis dans le fond un peu son bras droit parce que on a trois secteurs particuliers en termes d'opération. On a un secteur prélèvement pour aller sur le terrain puis faire les échantillonnages. On a un secteur microbiologie dont Frédéric est responsable étant donné qu'il est microbiologiste. Et il y a le secteur chimie duquel je suis responsable. Ok. Est-ce que là, de ce qu'on comprend, c'est que vous avez comme des tests, des analyses qui sont récurrentes, un mandat, on dira bien, Une bah, routine. c'est ça, une routine exactement. Je sais que dans le cadre du G3E, on a eu un contrat avec la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec, et que ma collègue Catherine, donc qui est avec nous aujourd'hui, a été amenée à travailler avec la CMQ, mais avec vous aussi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que Catherine, tu veux nous présenter ce que vous avez fait avec la CMQ, puis Catherine pourra vous faire redonner la parole à Christine ensuite pour qu'on puisse voir ce que les laboratoires de la ville ont eu à faire dans ce volet-là. Merci, Tiffany. Donc, bonjour tout le monde. Enchantée de faire votre connaissance. Alors, mon nom est Catherine et puis je suis en fait coordonnatrice d'un projet qu'on a au G3E qui s'appelle Survol Bentos. Alors, pour faire rapide, là, ce projet-là, ce qu'il nous permet de faire, c'est de prendre des bébites qui vivent dans le fond de l'eau, qu'on appelle des macro-invertébrés benthiques, puis ils nous permettent de voir la qualité de l'eau à travers, en fait, les espèces de macro-invertébrés benthiques qu'on va trouver. Donc, la communauté métropolitaine de Québec nous a donné un mandat pour qu'on aille voir comment ça se passe dans les principaux cours d'eau de la côte de Beaupré, entre autres, qui approvisionnent en eau potable en fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, et également d'aller sur l'île d'Orléans. Donc, pour regarder un peu là, les bébites qui se trouvent dans ces cours d'eau-là, de voir un peu comment se portent les écosystèmes pour être sûr que les sources, en fait, qui approvisionnent en eau potable tous ces gens-là soient de bonne qualité. Et ben, dans ce cadre-là, on a eu une super belle collaboration avec le laboratoire de la Ville de Québec qui nous a permis, là, en fait, d'aller analyser plusieurs variables de la qualité de l'eau, mais au niveau plus des variables chimiques. Donc, en fait, je pense que c'est un des projets, là, c'est un bon exemple de projet concret qui est réalisé avec le laboratoire, où nous, donc, pendant qu'on allait sur le terrain, donc, c'était vraiment bien parce qu'on découvrait des territoires à travers les rivières, on allait récolter des macro-invertébrés benthiques, mais en même temps, on prenait des échantillons d'eau. Et ensuite, après notre journée de travail, on venait les porter au laboratoire et ensuite, eux analysaient là, les différentes variables. Puis nous, on a déjà reçu les résultats et ensuite, on va pouvoir faire des corrélations entre les bébites qu'on a trouvées et les variables chimiques de l'eau qui ont été analysées par le laboratoire là, de la Ville de Québec. Donc, c'est vraiment, puis c'est très facile de travailler avec eux, en fait. On est sympathiques. Ils sont sympathiques, c'est des très bons partenaires. Alors, voilà, donc c'est ça. Merci Catherine. Peut-être pour faire un complément par rapport à ce que Catherine a dit, c'est sûr que c'est le genre de partenariat, je dirais pas très, très, très fréquent qu'on fait, mais c'est vraiment dans notre créneau d'aller voir au niveau des analyses environnementales ce qui se passe au niveau de nos cours d'eau. Parce que la mission des laboratoires, en fait, apporte vraiment sur ce qui se passe au niveau du cycle de l'eau. Quand on parle du cycle de l'eau, c'est surtout du point de vue humain. Ça veut dire qu'on produit de l'eau potable, donc on cherche à avoir une eau qui va être de bonne qualité. Donc, on a vraiment un volet qui est associé à faire des échantillonnages pour vraiment vérifier que la qualité de l'eau qui circule à l'intérieur du réseau d'aqueduc est conforme et bonne. Puis, on se soucie aussi vraiment beaucoup là, de la perception des citoyens par rapport à ça.
Puis, il y a le volet aussi que quand on boit cette eau-là, ben nécessairement, elle se retourne aux égouts, que ça soit parce qu'on laisse couler l'eau du robinet, qu'on utilise notre laveuse, notre sécheuse, ou pour carrément nos excréments, on va le dire aussi cru que ça. Fait que ça, c'est une eau usée qui va se rendre jusqu'à l'usine, mais qu'il faut aussi mesurer, qu'il faut analyser pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des résidus de médicaments qu'il pouvait y avoir dans les eaux usées. Bien, ça fait partie un peu des questions qu'on doit essayer de répondre, d'essayer de faire des analyses pour voir, mais justement, quand on arrive à l'usine d'épuration des eaux, bien, est-ce qu'il y a ce genre de contaminant-là qui fait partie des éléments traités? Puis, veut pas, une fois que l'eau est traitée, puis qu'elle a passé l'usine, bien, elle s'en retourne dans le milieu naturel pour pouvoir éventuellement être recaptée pour produire de l'eau potable. Donc, c'est vraiment une boucle là, sur laquelle on essaye de couvrir tous les aspects. C'est sûr que la Ville de Québec comme telle couvre plus les aspects eau potable puis eau usée, mais pour nous, là, c'est un incontournable de participer à des projets de suivi environnemental là, comme ceux du G3E. Merci. Est-ce que dans justement les suivis qui sont faits, est-ce que vous êtes en mesure de d'aller chercher toutes les analyses ou il faut que vous sous-traitiez à d'autres laboratoires, que ce soit du privé ou d'autres villes, je sais pas? Je dirais qu'on fait face à certaines limitations, hein. Premièrement, on n'est pas équipé, je dirais, avec une infinité d'appareils. Donc, nous, on a équipé notre laboratoire pour répondre vraiment à nos besoins les plus fréquents en termes d'analyse. Donc, quand on arrive avec certaines particularités, mais là, à ce moment-là, on fait affaire avec des laboratoires privés, sous-traitants, qui, eux, ben, étant donné qu'ils font affaire avec une plus grosse clientèle, vont avoir développé ces analyses-là, puis vont avoir plus d'équipements aussi que nous. Donc, ça peut arriver. Puis, il y a un autre élément aussi, c'est que quand on arrive vraiment spécifiquement pour faire du suivi en fonction des règlements, nous, on a une obligation d'être accrédité pour pouvoir faire ce type d'analyse-là. Puis, généralement, nous, on se concentre sur les accréditations qu'on a besoin, donc le plus couramment. Donc, quand on n'est pas accrédité parce que, genre, on fait 4 échantillons par année pour une analyse, ben, à ce moment-là, oui, on s'en va plus directement en sous-traitance. Donc, on a vraiment des liens là, de partenariat aussi avec les entreprises du territoire par rapport Ok, à ça. merci. Et pour faire toutes ces analyses, je me doute qu'il y a besoin d'équipements, puis je pense que c'est pas évident pour nous, en tant que citoyens, de se rendre compte bah, soit de l'espace qui sont nécessaires pour les machines ou des coûts, parce que c'est pas parce que c'est petit que Oui, c'est pas cher. Il y a aussi, je pense que le volet au coût des équipements, ça serait intéressant que, je pense qu'on se rende euh, compte. ben, je vais vous parler probablement d'instruments qui vous diront peut-être pas grand-chose, mais si vous écoutez les émissions comme CSI avec des GC, des ICP, avec des autotitrateurs ou des choses comme ça, c'est vraiment un peu là, fidèle à ce que vous allez retrouver dans nos laboratoires. C'est sûr que j'en ai pas autant qu'un gros labo là, comme CSI, là, mais généralement, c'est des instruments qui sont assez dispendieux. Quand on parle d'un GC-MS, d'un chromatographe en phase gazeuse, puis qui fait de la détection par spectrométrie de masse, donc vous voyez que je fais l'acronyme, là, GC-MS, généralement, on parle d'un budget, là, quand on veut en acheter un, là, de au moins 100 000 $. Puis quand on parle d'instruments pour faire les analyses de métaux là, en traces dans les eaux, on parle d'un ICP-MS. À ce moment-là, on parle de budget là, de peut-être 200 000. Puis quand on va faire des analyses pour les résidus de médicaments dans l'eau, où là, on utilise un UPLC-MS, là, on parle de entre 300 à 600 000 pour acheter un équipement. Donc, c'est de la très, très haute technologie. C'est le fun parce que c'est des belles bébelles, mais c'est complexe. Il faut développer notre expertise pour pouvoir les opérer, puis vraiment être capable de bien les manœuvrer, là. C'est comme des Formule 1 en course de voiture, là. On peut pas mettre n'importe qui là-dessus, il faut vraiment développer des compétences, là. Mais ça coûte cher un laboratoire, mais versus le rendu qu'on a, puis l'expertise qu'on va chercher aussi avec ces analyses-là, ben, on a vraiment quelque chose, là, un produit qui est intéressant par rapport aux connaissances que la ville a besoin d'avoir là, sur ses eaux.
Et puis on s'entend qu'on parle aussi de la santé de millions de personnes et puis d'un bien qui nous est indispensable. Oui, Mais c'est puis intéressant, puis je pense que ça peut être aussi rassurant pour les citoyens de savoir que il y a de la haute technologie qui permet de vérifier. puis, tu sais, c'est pas comme si on faisait juste une analyse aussi. Je pense que le fait d'être au courant qu'on fait un gros programme d'échantillonnage, comme pour l'eau potable, là, on a environ 250 points que au moins une fois par mois, on va voir sur le réseau. C'est-à-dire qu'on a environ 40 points d'échantillonnage qui sont prélevés par jour sur l'ensemble du territoire de la ville là, pour aller justement chercher de l'information, savoir l'eau est-tu bonne, y a-t-il des bactéries, y a-t-il des métaux qui sont contaminants, est-ce qu'elle répond en termes de couleur, est-ce qu'on a de la turbidité. Donc, il y a vraiment un gros programme là, d'échantillonnage qui se fait là, pour avoir la meilleure image de si ça va bien ou pas là, au niveau de la qualité de nos eaux. Ok, merci. Et est-ce qu'avec le temps, tu te rends compte qu'il y a comme, on sait qu'il y a des nouveaux contaminants. Je pense que tout le monde entend parler des hormones qui ont de la difficulté à le traiter. Est-ce que vous avez dû adapter les contaminants que vous alliez chercher? Est-ce que vous avez des nouvelles machines pour aller chercher plus d'éléments ou c'est comme... Justement, je parlais tantôt des résidus de Ouais. médicaments, puis je parlais de la grosse bibite UHPLC, MSMS, mais ça fait partie d'une des technologies qu'on a dû aller chercher pour pouvoir vraiment faire ce type d'analyse-là. Donc, nous, c'est du travail parce que je me trouve à avoir deux chimistes qui sont collègues avec moi, qui sont dans mon équipe, avec lesquels je travaille pour faire du développement de méthodes, pour pouvoir justement procéder à ces analyses-là sans que ça soit trop compliqué, puis que ça donne des résultats qui sont intéressants, puis qui sont, je dirais, sensibles. Ça veut dire que si j'ai des petites traces de médicaments dans mon eau, mais que j'arrive pas à les détecter, ça me sert à rien d'avoir une bonne machine. Donc, il faut qu'on fasse du travail pour pouvoir être capable d'aller mesurer les petites traces qu'on a dans nos eaux. Donc, ça, Ok. c'est un travail qui doit être fait, là. Mais on essaie toujours de s'adapter en fonction de ce qui sort au niveau des préoccupations. Parce que là, oui, il y a les contaminants émergents, les perturbateurs endocriniens, là, c'est des gros termes là, qu'on utilise, là, mais tout l'aspect des hormones, des molécules de phtalate dans l'eau, ça fait partie des éléments là, qu'on on essaie de pousser. Ça ne veut pas dire on va les faire en routine, mais au moins, on va se questionner à savoir est-ce qu'ils ont une importance, puis est-ce qu'on doit les prendre en considération dans nos suivis futurs. Ok, merci. Et de façon plus générale, avec tous les tests que vous sortez, est-ce que le laboratoire donne son avis? Est-ce que c'est juste vous faites un constat, vous dites, bah, nous on a tel résultat, et puis là ça passe dans les mains de quelqu'un d'autre qui va dire c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vous devez rester neutre? Quelle est votre Euh, position? si j'étais un laboratoire privé, puis que on m'amenait des échantillons dont je ne connais pas la provenance, dont je ne connais pas l'histoire, que je ne sais pas si c'est un terrain qui est contaminé ou non, mais c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, en tant que chimiste, j'aurais une réserve, dans le sens où ce que je me prononcerais uniquement sur les résultats que j'aurais en main. Donc, à savoir, est-ce que le résultat que j'ai dépasse une norme, un règlement, puis ça serait uniquement ça. Euh, Moi, je suis dans une situation où, ce que, dans le fond, je me trouve à être partie prenante d'une étude, d'un dossier. Donc, à ce moment-là, quand on m'apporte une eau potable, je suis au courant du procédé. Je suis au courant de où est-ce que ça a été prélevé au niveau du réseau d'aqueduc. Je suis au courant de comment ça se passe au niveau du traitement. Donc, j'ai des informations qui me permettent, puis avec le bagage je dirais, d'expertise aussi que j'ai été chercher avec mes études supérieures, de, de pouvoir faire de l'interprétation de données. Ok. Puis l'autre élément aussi, c'est qu'à la ville, ben, on travaille beaucoup en partenariat. Moi, j'ai une partie de la division de la qualité de l'eau, c'est d'autres professionnels qui, eux autres, vont aller étudier de façon plus pointue certains aspects, supposons, par rapport au bassin versant, à l'érosion des berges ou autres. Donc, on travaille beaucoup en discussion. On se partage les informations. C'est sûr qu'il faut savoir respecter notre limite de compétence. En tant que professionnel, je ne peux pas m'avancer sur un domaine qui ne me concerne pas ou dans lequel je n'ai pas les connaissances. Mais on est vraiment, à la ville, je trouve que c'est vraiment un beau milieu pour ça en tant que scientifique. C'est qu'on est au sein d'une équipe d'experts, de gens qui ont de la ressource, puis qui ont de l'information, puis on est là comme des personnes qui peuvent contribuer.
Ok, merci. Là, on va rentrer plus dans le... Ben, pour avoir la globalité, on voit qu'il y a énormément de matériel, haute technologie, vous faites des tests, donc vous avez aussi des échantillons qui sont comme précieux parce que ils sont importants pour les analyses, pour la santé de tout le monde. Au niveau de la sécurité, c'est, est-ce que sur Catherine et moi, vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez contacté la police, savoir si on pouvait rentrer? Je sais pas. Non, mais tu sais, il y a quand même des gros enjeux, je pense, qui se passent entre vos murs. Donc, c'est quoi la sécurité? Parce que je sais que Catherine a des petites anecdotes où, quand elle amène des échantillons d'eau à la ville de Québec, elle fait des bêtises. Mais, En fait, c'est ça parce que c'est très important quand on va sur le terrain prélever des échantillons d'eau. Il faut le faire en suivant une certaine méthodologie aussi parce que eux, il faut qu'il y ait un échantillon qui soit capable d'aller analyser et qu'on n'ait pas non plus contaminé en cours de route. Et il faut également qu'il soit préservé à des températures. Donc, il faut le conserver au frigo. L'analyse doit être faite en un temps X une fois qu'on a collecter l'échantillon. Donc, nous, après nos grosses journées de travail sur le terrain, des fois, on partait vers 7 heures le matin, il est rendu 7-8 heures le soir. Donc, on devait venir au labo porter nos bouteilles. Et il m'avait déjà rencontré, il ne m'avait pas posé de questions sur mon passé judiciaire, là, mais il m'avait quand même rencontré, il m'avait remis une clé magnétique pour ouvrir les portes parce que quand on venait au laboratoire, il était fermé. Donc, on avait juste accès à une petite portion du laboratoire, en fait un frigo, où on peut laisser nos bouteilles. Et malencontreusement, j'ai essayé d'ouvrir la mauvaise porte. Et là, j'ai fait partir le système d'alarme partout dans la bâtisse. Bon, je suis partie avant que les policiers arrivent, pas en courant, mais donc c'est ça, on peut voir qu'il y a quand même une très bonne sécurité au laboratoire de la Ville de Québec, là, donc je pense que c'est quand même assez important parce que on se rend compte aussi, comme mentionnait Tiffany, qu'il est question de sécurité publique aussi, hein. Donc, les analyses qui se font ici, si ensuite sont transmises aux usines de traitement de l'eau potable qui approvisionnent des populations en eau potable, bien, il faut qu'il y ait une sécurité pour préserver les échantillons et les analyses aussi pour pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains, je crois. Là. Oui. En fait, un peu comme ce que Catherine a pu vivre comme expérience, c'est qu'on aurait pu envoyer la police à ses trousses pour la retracer parce que avec les cartes magnétiques qu'on a pour pouvoir justement rentrer dans les laboratoires, il y a un petit numéro qui est personnalisé puis qui est affilié à une personne dans nos systèmes. Donc, on aurait pu partir à ta recherche. Donc, malheureusement, ils ont su que c'était moi. Mais c'est sûr et certain que jusqu'à un certain point, on n'est pas dans un laboratoire, je dirais, comme judiciaire, là. On n'est pas là en train de manipuler des pièces à conviction, de la drogue ou autre, là. Donc, ça vient un peu limiter, je dirais, la vulnérabilité de nos installations parce qu'on fait quand même des analyses, je dirais, qui sont vis-à-vis des préoccupations qui sont relativement négligeables là, en termes de sécurité. Sauf que c'est sûr que vis-à-vis de tout ce qu'on a à faire pour assurer la qualité de nos résultats, mais c'est sûr qu'on veut contrôler toute la chaîne. Ça veut dire d'être sûr qu'il n'y a pas personne qui a pu aller manipuler les échantillons qui ont été apportés par quelqu'un s'ils ont été laissés au réfrigérateur. On s'assure aussi vraiment qu'on a tout un processus d'établi pour vraiment vérifier auprès des gens qui travaillent avec nous qu'ils respectent les choses, les consignes, les directives qui sont faites là, par rapport aux échantillons. Puis, il y a un gros aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand on travaille dans le domaine de la chimie, puis dans d'autres domaines aussi, là, c'est pas exclusif à la chimie, mais il y a un très, 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 très gros lien de confiance entre le professionnel et son équipe technique. Parce que le professionnel, ultimement, c'est lui qui va signer les résultats, mais il ne peut pas superviser visuellement toutes les étapes qui sont faites pour analyser les échantillons. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une intime confiance que le technicien ou la technicienne qui va réaliser les analyses est compétent puis qu'il est honnête, intègre. Donc, ça, là, on travaille beaucoup là-dessus avec nos équipes. OK. Ben merci. Je vois que le temps file et pour laisser un petit peu de temps si les élèves ont des questions, mais on va faire plus avec une question générale. Est-ce que tu pourrais nous renseigner sur les principaux
enjeu de l'eau potable qu'on a dans la région, parce que les élèves que tu as en face de toi sont à Québec. Oui, Donc, puis s'il y a avec les enjeux, si tu es capable de dire peut-être des liens ou des choses que nous, en tant que citoyens, on est capable de faire pour ben, aider. c'est sûr que, tu sais, au niveau de l'eau potable, il y a deux grandes thématiques. Il y a la qualité, puis il y a la quantité. Je vais commencer avec la quantité dans le sens où ce que on a, euh, on a comme une fausse impression que l'eau est inépuisable au Québec, que l'eau potable, on peut laisser couler le robinet en tout temps, puis qu'on va jamais en manquer, puis que ça sera jamais un enjeu, qu'on fera jamais face à une sécheresse, qu'on fera jamais face à une pénurie d'eau, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, comme on prend pour la ville de Québec, pour pouvoir alimenter les 500 000 personnes qui sont sur le territoire, on se trouve à avoir 4 usines d'eau potable qui prélèvent leurs eaux dans des rivières ou dans le fleuve. Puis, selon le climat, selon les changements climatiques, ben, les niveaux d'eau pourraient changer. Ça pourrait affecter la capacité de ces usines-là à produire autant d'eau qu'elles le font présentement. Donc ça, c'est déjà un point là, qui est très, très crucial à prendre en considération. Fait que quand on fait des politiques d'économie d'eau potable, là, prenez-les au sérieux. On a du travail, nous, à faire au niveau de nos réseaux d'aqueducs, mais même juste au niveau de nos habitudes en tant que citoyens sur la consommation de notre eau potable, c'est vraiment très important de prendre cette ressource-là à cœur puis d'y faire attention. Euh, L'autre élément aussi qui est à regarder, c'est la qualité. La qualité, oui, si on agit sur le territoire de n'importe quelle façon, puis qu'on ne protège pas nos prises d'eau potable, donc nos sources, ici, c'est le lac Saint-Charles, c'est la rivière Montmorency, c'est le fleuve. On a aussi quelques petits puits souterrains, d'eau souterraine là, qui viennent nous alimenter aussi. Mais si on ne fait pas attention à ces cours d'eau-là, ben, ça va être difficile avec le temps de pouvoir produire une eau de qualité parce que construire des usines qui sont efficaces, ça coûte excessivement cher. Une usine de traitement d'eau potable comme celle du lac Saint-Charles, c'est environ 100 millions de dollars. Donc, une communauté comme la Ville de Québec, elle ne peut pas s'en payer une à tous les 10 ans des usines comme ça. Fait qu'il faut vraiment travailler à faire en sorte que la qualité de l'eau qu'on a dans nos cours d'eau ne se détériore pas. Puis une fois qu'on a traité cette eau-là, ben justement, le côté de voir venir les nouveaux contaminants que jusqu'à présent on ne mesurait pas, ça devient aussi un enjeu. Donc, il faut toujours rester un peu à l'affût de qu'est-ce qui se passe au niveau du milieu scientifique pour voir quelles sont les nouvelles sources de contamination qui ont un impact par rapport à la qualité de vie puis par rapport à notre santé. Fait que je pense que c'est les deux grands volets là, qui résument beaucoup d'enjeux, là, parce que là, je vous ai fait un Oui, raccourci, mais mais plusieurs points. C'est sûr que des projets comme le suivi au niveau des bassins versants, des cours d'eau et tout ça, là, ça a vraiment une importance cruciale là, par rapport à ce qu'on fait là, pour la production de l'eau potable. ok, merci Si Christine. je Oui, permets, j'aurais Catherine. deux points rapides là, pour ensuite permettre aux élèves de pouvoir poser leurs questions. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Gauthier, qui est technicienne de laboratoire ici, au laboratoire de la Ville de Québec. Et puis, il y a d'ailleurs une petite capsule vidéo là, où elle fait une expérience sur l'analyse des métaux et une autre où elle présente sa profession que je vous invite à écouter. Mais c'est surtout que je me rappelle ce qu'elle m'avait dit par rapport aux nouveaux contaminants, entre autres lorsqu'on parle des résidus de médicaments qu'on retrouve dans l'eau. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on consomme, que ce soit comme drogue ou que ce soit comme médicament, ça finit, notre corps, il ne va pas tout absorber, hein, donc ça finit dans l'eau. Quand on va aux toilettes, quand on va justement faire pipi, eh bien, il y a une quantité aussi qui va dans l'eau et qui se retrouve dans les écosystèmes. Ça affecte la vie aquatique, ça finit par nous réaffecter nous-mêmes. Donc, je pense que c'est une bonne prise de conscience pour voir qu'est-ce qu'on ingère aussi. Non seulement il y a des produits qui peuvent être nocifs pour nous, mais des fois, c'est comme geste, c'est de se questionner aux petites choses qu'on prend qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand que seulement sur soi. Et donc, ce qui est hyper important, entre autres en qualité de l'eau, c'est que chaque geste compte, comme partout, mais c'est que les impacts cumulatifs, donc chaque chose que chaque personne fait, c'est ce qu'on appelle une pollution diffuse en qualité, en termes de qualité de l'eau, c'est des problèmes qui sont criants parce que on se dit que si c'est juste nous, ben ça n'a pas d'importance, mais en même temps,
Si au contraire on dit que chacun de nous, on a de l'importance, ben je pense que c'est là que chaque geste peut justement compter, là. Donc, c'est peut-être ça que je dirais à ce propos. Merci Catherine. Auriez-vous des questions, les élèves ou Guillaume? Je ne sais pas. Nous, on a coupé notre micro. Je t'entends plus. Vous l'entendez? Non, non, je viens de me montrer. Bah, c'est bizarre parce que ton micro est activé. Ah, ben c'est quoi? Tu as un micro. Ah, ben peut-être qu'il l'a été. Sinon, Bah, peut-être de l'écrire. ouais, si tu veux. Pourquoi tantôt ça marchait? C'est bizarre. Allô? Ah, oui, c'est bon. Super. Ah bon. Donc, je sais pas pourquoi il s'était désactivé. Mais nous, on a vu en classe de façon théorique là, les contaminants. Puis je me demandais si il y a des actions qu'on a prises dans les dernières années qui ont diminué certains types de contaminants dans l'eau, ou au contraire, on a de l'eau de plus en plus contaminée à la base, donc on a à faire encore plus de traitements. Est-ce que dans les 20 ou 10 dernières années, on a vu une évolution par rapport à ça? Là, il y a certains contaminants, entre autres, là, par rapport, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sous-produits de la désinfection, les trialométhanes, les THM, qui étaient souvent répertoriés avant, puis qui étaient problématiques parce que quand le chlore réagit avec la matière organique qui est présente dans l'eau, ça forme des sous-produits comme les THM, puis ces sous-produits-là sont considérés comme potentiellement cancérigènes. Donc, il y a eu beaucoup de travail dans les 10 dernières années, même je dirais les 15 dernières années, là, pour essayer de faire en sorte qu'au niveau de nos procédés, on soit en mesure de contrôler la formation de ces sous-produits-là. Donc, soit en enlevant encore plus la matière organique qui était présente dans l'eau, ou encore en ajustant le traitement de la désinfection là, pour faire en sorte que ça réagisse moins. Il y a des enjeux aussi qui restent très, très criants, puis qui vont être difficiles à circonscrire dans le temps, c'est la pollution au niveau des chlorures. Vous savez tous que normalement, l'hiver, on va épandre des sels de déglaçage au niveau de nos routes. Puis ces sels-là, c'est des sels qui sont très solubles dans l'eau. Donc, normalement, quand la neige va fondre au printemps, ben ça va s'écouler. Puis soit ça va aller dans les réseaux pluviaux qui vont aller se jeter dans les cours d'eau, soit ça va aller aux égouts, soit ça va ruisseler carrément, ça va aller se jeter dans les ruisseaux ou dans les rivières. Les chlorures, ce qu'ils ont comme grosse caractéristique, c'est qu'ils sont très, 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 très difficiles à traiter. Puis, ça vient augmenter la corrosion au niveau de nos réseaux d'aqueducs, ça vient changer le goût de l'eau. Puis, il n'y a pas beaucoup d'avenues au niveau du traitement. Il faudrait aller vers des usines très, très, très sophistiquées d'osmose inverse, comme les usines qu'ils utilisent pour désaliniser l'eau de mer. Donc, ça fait partie des éléments là qu'on regarde de façon très, très pointue là, pour voir comment ça évolue au niveau de nos cours d'eau. Est-ce qu'il y a eu le phosphate aussi? Je pense, du moins. Les phosphates aussi, ben, il y a toute la question aussi là, d'eutrophisation de nos cours d'eau. Dans le temps, ils utilisaient beaucoup de détergents avec du phosphore à l'intérieur, des phosphates, des polyphosphates ou autres. Puis, c'est des molécules qui sont des nutriments pour les bactéries puis pour les algues. Quand ça devient trop chargé en phosphore dans un cours d'eau, mais là, les algues, ils vont avoir comme un boom de croissance, ça va faire une grosse prolifération, puis ça vient faire comme les problématiques de cyanobactéries. On vient, là, qu'on voit là, la surface, là, c'est tout vert, il y a plein d'algues, c'est tout filandreux. Puis ça, le problème que ça a, c'est que ces algues-là vont consommer tout l'oxygène qu'il va y avoir à l'intérieur du cours d'eau. Puis les poissons qui résidaient dans ces cours d'eau-là, ben, ils n'étaient plus en mesure de respirer et pouvoir vivre dans ces endroits-là. Donc, ça faisait mourir nos lacs. Il y a eu beaucoup de travail justement au niveau là,
des fabricants là, de détergents et même de la contamination là, pour essayer de limiter le plus possible les apports en phosphore là, dans les cours d'eau. Puis ça, je pense que ça va mieux quand même. Oui, ça va mieux. Mais c'est parce qu'une fois que c'est rendu dans l'eau, le phosphore, il s'accumule, il se ramasse dans les sédiments, puis il reste là. Fait que si c'est rebougé dans le lac, c'est remis en suspension, mais là, à ce moment-là, on les rend jusqu'à un certain point accessible pour la biomasse. Puis là, on peut repartir à une problématique là, au niveau de nos cours d'eau. Fait que, faut pas penser qu'un cours d'eau va s'épurer naturellement de ses contaminants. Généralement, c'est que ce qui va être dans la colonne d'eau va être relativement propre, mais le problème, il se ramasse dans le fond là, avec les sédiments. Là. Puis peut-être, si je peux juste ajouter, tantôt on parlait des gestes, ben, s'il y en a parmi vous qui allaient à des chalets, entre autres les municipalités, ben maintenant, justement, pour réduire la part de phosphore dans l'eau, ils ont des règlements appliqués. La bande riveraine, entre autres, pour maintenir en fait le sol en place, donc plutôt qu'il aille dans l'eau, on le garde sur la terre. Et aussi, ben là, il y a un gros effort qui est fait au niveau des installations septiques. Fait qu'on va aller voir justement si, par exemple, quand on a un chalet, qu'on a souvent même à la maison une station de traitement de notre eau, ben, on va être sûr qu'elle soit conforme pour pas déverser du phosphore. Donc, on peut se joindre à cet effort collectif en gardant une bonne bande riveraine et en collaborant en municipalité. Puis, je fais un peu de mille là, sur ce que Catherine vient de dire, là, mais c'est sûr qu'au niveau des enjeux, là, souvent, ce qu'on voit là, au niveau médiatique présentement, là, c'est beaucoup les questions justement par rapport aux fosses septiques sur le territoire, la façon dont ça peut venir impacter la prise d'eau potable. Bien, c'est toutes des considérations qui sont importantes à étudier parce que si justement les fosses septiques fuient, qui sont trop pleines, ben, il y a une partie de ces contaminants-là qui vont migrer dans le sol puis qui vont finir par rejoindre nos cours d'eau. Merci. Est-ce que Guillaume ou les élèves, vous avez d'autres questions? Non, ça semble être complet. Ça fait une grosse demi-heure aussi. Bon. Oui, ben c'est pour Fait que vous. c'est parfait. Moi, j'aurais peut-être une petite question. C'est bon? Je me demandais jusqu'à quel Bonne fin de point journée. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je me demandais juste, dans le fond, est-ce qu'au niveau de l'attrait pour la carrière scientifique en termes environnementaux, est-ce que ça préoccupe les jeunes? Vite comme ça, c'est difficile à dire, là. Ça va être plus par le sondage qu'on va le savoir. Je sais pas si c'est le bon moment pour le. D'accord. On veut avoir de la relève, on va avoir des jeunes qui sont sensibilisés à nos enjeux. Et puis il y a des problèmes de relève féminine en sciences, mais en tout cas, vous pouvez contacter que nous sommes 3 filles à intervenir ce matin. Mais en tout cas, je voulais vraiment dire un gros merci à Christine de nous avoir offert de son temps. Merci aussi à Guillaume d'avoir pris le temps et puis d'avoir participé au projet. Et puis merci aux autres enseignants qui verront la vidéo. Et puis sans les collaborateurs, que ce soit les stations de traitement de l'eau, laboratoires ou autres experts, et puis les partenaires financiers, on n'aurait pas pu être là ce matin tous ensemble. Donc un gros merci à vous tous et bonne révision dans vos examens parce que ça s'en vient. Merci à tous et on se redonne des nouvelles. Bonne journée. Bye. Bye.